au webinaire sur la natation, un point qui nous intéresse souvent très très fort en tant que triathlète, un peu notre bête noire. On va voir comment on peut vous aider aujourd'hui un petit peu à dépasser cette peur de la natation et comment s'entraîner en face de ça pour être le plus efficace en tout cas possible. Et on a tous eu à un moment donné ce syndrome de je nage, je suis essoufflée, j'arrive à faire que 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ça? Et c'est bien le but d'aujourd'hui de notre séance natation sur ce webinaire d'un format 45 minutes, 1 heure, selon les questions que vous aurez en tout cas. On se gardera un petit temps de questions-réponses sur la fin, une dizaine de minutes, 15 minutes. Donc, n'hésitez pas en attendant à poser votre question dans le chat. On lit tout ça sur la fin. En attendant, on va effectivement vous présenter cette thématique. Sur ces premières minutes, simplement, on va présenter Finisher. Comme ça laissera le temps aux quelques retardataires qui finissent leurs œufs de Pâques de nous rejoindre. Hop, j'en accepte en attendant. Donc, Finisher Triathlon, on est une structure qui organise des stages de triathlon en format surtout week-end et essentiellement en Île-de-France, dans le sud de l'Île-de-France, à Fontainebleau. Donc, on fait des stages triathlon, on fait des stages natation, on fait des stages spécial transition, on fait des stages avec des thématiques, évidemment, autour, effectivement, du triathlon. Donc, sur cette zone de Fontainebleau, sud Île-de-France et quelques autres spots en France à part entière. Moi, je suis Angélique, donc je suis associée chez Finisher Triathlon. Finisher, ça existe depuis 5 ans maintenant. On va fêter nos 5 ans dans quelques jours. Et, ça a une date anniversaire importante pour nous. Et aujourd'hui, c'est Yves Trinidad, pardon, j'écorche ton prénom, qui va nous présenter ce webinaire. Et je laisse Yves se présenter. Il fera mieux que moi. D'accord. Merci Angélique. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, Yves Trinidad. Je suis triathlète depuis 93 et je suis entraîneur de triathlon depuis 2003 et également maître nageur. Donc j'ai pas mal d'expérience dans le domaine de la natation puisque j'ai également été spécialisé dans l'aquaphobie. Donc nager longtemps, faire des longueurs et apprendre à nager à tout type de personnes, que ce soit enfants ou adultes, ça me connaît. Donc voilà, c'est un sujet que je connais bien et on va essayer de développer tout ça ensemble. Let's go, on y va. Alors c'est parti. Hop. Donc là, ce soir, ce qu'on va voir, c'est l'échauffement à sec du nageur, déjà, avant d'aller dans l'eau, la respiration et la position du corps. C'est deux piliers qui sont pour moi très, très importants avant de savoir avoir un bon mouvement des bras. Et ensuite, le battement de jambes, donc les deux piliers suivants, qui sont bien sûr importants pour essayer d'avancer. On va voir également l'entraînement spécifique, les conseils pour ensuite, bien sûr, nager plus longtemps et sans se fatiguer. Et on verra dans la conclusion le rappel des points clés pour réussir à nager longtemps sans se fatiguer, en tout cas le moins possible. Donc, on va commencer. N'hésitez pas pendant que je parle de poser vos questions. Comme ça, dès que ça vient, vous les posez et nous, on revient dessus à la fin. Donc, l'échauffement à sec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, c'est tout, vous êtes au bord du bassin, au lieu de discuter entre copains et tout ça sans rien faire, et ben, c'est l'occasion, tout en bougeant vos bras, la tête, le corps et tout ça, d'anticiper le fait d'avoir froid au bord de l'eau. Donc, on commence déjà à faire un petit échauffement articulaire et à faire monter la température en douceur du corps. Comme ça, lorsque vous allez rentrer dans l'eau, eh ben, ça va être moins froid. Donc, concrètement, ça concerne toutes les articulations du bras, donc épaules, coudes, poignets. Il suffit de faire des petites rotations, 10 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre. Effectuer des mouvements du bassin, puisque lui aussi on s'en sert, surtout lorsqu'on fait un petit peu les 4 nages, ou en tout cas 2 ou 3 nages pour une fois qu'on est dans l'eau. Le fait de varier les nages, ça permet de mieux s'échauffer pour ensuite aborder la nage spécifique. Souvent, enfin pour nous c'est le crawl la plupart du temps. Ensuite, rotation du buste pour tout ce qui concerne les godilles. Le corps reste pas figé, le corps participe au mouvement des bras. Donc, bien échauffer le buste, notamment avec, on attrape une serviette et on la passe devant, derrière, au-dessus de la tête, etc. Ce qui permet de bien échauffer les épaules,
Pour le buste, rotation, enfin, buste bien droit et on n'oublie pas la nuque de façon à bien échauffer aussi les vertèbres, les cervicales pour faciliter la rotation de la tête à droite et à gauche ou seulement à droite ou seulement à gauche si vous respirez que d'un seul côté. Et ensuite, on peut finir avec des mouvements de post-activation musculaire. Ça, en gros, c'est faire des mouvements de renforcement musculaire sans chercher à se faire mal ni à complètement griller, à se griller musculairement. Mais le fait d'activer musculairement avec une certaine contrainte, ça va faciliter le mouvement des bras, en tout cas de l'activation des muscles avant même de commencer. Ce qui fait que comme tout sera bien réveillé, articulation, muscles, tendons, eh bien l'effort dans l'eau sera beaucoup plus facilité. Donc, on aborde le premier pilier. J'ai hésité entre la position, respiration. Donc, c'est la respiration qui, pour moi, est vraiment le plus important. Si vous n'êtes pas capable de mettre la tête dans l'eau pour nager votre cou ou même la brasse, hein, ça va impacter la position. Donc, ce qui fait que pour la respiration, c'est vraiment très important, c'est-à-dire savoir avoir la respiration aquatique, souffler dans l'eau et respirer et inspirer hors de l'eau. Donc pour ça, on tourne la tête sur le côté, peu importe le côté, hein, on choisit ou alors l'un et l'autre, et on essaye d'avoir un œil dans l'eau et la bouche, comme on le voit sur l'image, la bouche, elle n'est pas crispée, elle n'est pas tordue d'un côté ou de l'autre. On essaye d'avoir la bouche bien normale, quoi. Simplement, on ouvre la bouche. Sinon, après, musculairement, ça tire sur la nuque et il y a besoin d'avoir ensuite des massages ou d'aller voir son ostéopathe parce que les cervicales, elles en prennent un petit coup. Donc, très important, on expire sous l'eau. On expire, voilà, on expire sous l'eau pour éviter, lorsque l'on sort la tête de l'eau pour inspirer, eh bien, si on n'expire pas dans l'eau, le temps d'inspirer, on va devoir prendre le temps d'expirer et d'inspirer hors de l'eau, ce qui fait que ça va perturber la position du corps dans l'eau et on se retrouve à nager légèrement incliné dans l'eau et ça augmente la résistance. Donc, apprendre à bien souffler dans l'eau pour ensuite synchroniser tout ça. Donc la synchronisation de la respiration avec les bras, c'est très important. Il faut essayer de ne pas inspirer trop tôt, c'est-à-dire que lorsque votre main rentre dans l'eau, si vous commencez déjà à inspirer, au moment où vous allez pousser très très fort l'eau, bien votre tête sera dans l'eau et ça va perturber le moment de propulsion le plus efficace. Vous allez votre tête hors de l'eau va faire un énorme frein. Et là où vous êtes en pleine poussée, eh bien vous freinez en même temps, ce qui fait que vous cassez un petit peu votre propulsion. Donc déjà, ces trois piliers-là, ces trois points-là dans la respiration à travailler, la rotation, bien souffler dans l'eau et bien synchroniser tout ça, pas trop tôt et ni trop tard. Donc ensuite, on aborde le deuxième pilier très important, c'est la position du corps. Donc c'est l'alignement corporel. En gros, ici, il faut que de la tête aux pieds, tout doit être aligné. Ça doit former qu'une seule ligne. Donc de ne pas relever la tête, sinon ça courbe, on se retrouve en forme de banane dans l'eau. La position de la tête toujours bien alignée avec le corps. Et pour regarder devant, c'est simplement, on relève légèrement les yeux. Pour regarder devant, on évite de relever la tête. Alors je sais qu'en piscine publique, c'est pas toujours évident. Il faut surveiller ce qui se passe devant. Donc essayez de percevoir les mouvements de l'eau des nageurs qui sont devant. On arrive plus ou moins à ressentir, surtout ceux qui font de la brasse. Il y a une sorte de remous d'eau qui arrive vers soi et on peut détecter le nageur qui est devant. Mais évitez de trop relever la tête ou alors essayer de nager avec des nageurs qui vont plus ou moins à la même allure que vous, de façon à limiter ce phénomène de devoir relever tout le temps la tête. Ensuite, on essaie d'adopter une position profilée, ça veut dire donc toujours encore une fois, ne pas relever la tête, ne pas fléchir les jambes sans le verre avec les battements et nager avec les mains qui rentrent dans l'axe du corps. Ne pas nager avec les bras trop sur les côtés, trop croisés. Ça perturbe l'hydrodynamisme de votre nage. Et donc, dans l'eau, puisque la résistance dans l'eau est énorme, le moindre frein, le moindre mouvement un petit peu parasite, ça va vous freiner. Donc, une fois que tout ça c'est en place, la respiration et la position, là, on peut commencer à s'attarder au mouvement des bras, améliorer la propulsion. Donc, l'entrée et la sortie des mains se font dans l'axe de l'épaule. Pas trop à droite, ni croisé, toujours bien dans l'axe des épaules. Loin devant et loin derrière.
Une fois que ça, c'est acquis, on peut commencer à travailler la prise d'appui. On appelle ça le catch. Essayer de ressentir l'eau avec les doigts plus ou moins, enfin serrés ou plus ou moins écartés. Ne cherchez pas à écarter vos doigts, sinon ce sera trop écarté. Si les doigts, il faut juste qu'ils soient relâchés ou les doigts bien serrés de façon à avoir une bonne surface d'appui sur les mains pour pousser l'eau, enfin pour prendre appui sur l'eau. Et c'est ça qui est important. On le verra plus tard, la notion de pousser l'eau ou prendre appui sur l'eau, c'est totalement différent. Et une fois que l'on a pris un bon catch, c'est-à-dire qu'on ressent l'eau et on est en appui sur l'eau, essayez de faire une accélération progressive de la main vers l'arrière, de façon à pouvoir avoir toujours un appui sur l'eau. De l'eau qui, notre main va toujours être plus rapide que l'eau que l'on pousse. Si jamais cette notion-là est pas très claire dans ce que je vous dis, posez-moi la question dans le chat là, et j'essaierai de mieux vous expliquer cette notion d'accélération progressive de la main en fonction de l'eau. Ensuite, les battements de jambes. Alors, je sais qu'en triathlon, on parle souvent que les jambes, c'est pas important, etc. Bon, il faut quand même toujours en faire à l'échauffement ou même pendant la séance, faire des battements de jambes avec palme, sans palme, etc. Négliger les battements de jambes, c'est en gros se mettre un frein, c'est-à-dire que en triathlon, on s'en sert, quoi qu'il arrive, à un moment donné, sur les virages boués ou lors de la sortie australienne, etc., on va s'en servir des jambes. Donc, si vous ne travaillez jamais les battements de jambes, le peu de fois que vous allez vous en servir, ça va vous sécher et ça va vous épuiser. Donc, les battements de jambes, ok, c'est pas forcément ce qui est le plus important en triathlon, mais pour simplement maintenir un bon équilibre, savoir faire les battements de jambes pas forcément dans un but de propulsion, mais rien que pour travailler votre équilibre de nage, les battements de jambes, c'est important. Donc pour ça, faire des battements de jambes avec les battements de jambes, ça part du bassin. Donc ne pas fléchir les jambes de trop, sinon on se retrouve à propulser de l'eau vers l'avant. Voilà, ça c'est le deuxième point. Si vous fléchissez les genoux, vos mollets vont commencer à balancer de l'eau vers l'avant. Et ça va être un frein finalement. Et ensuite, on essaie de coordonner les battements de jambes, donc en deux temps, soit deux petits battements de jambes ou juste un battement de jambes au moment où vous inspirez. Les anciens nageurs qui se mettent au triathlon en général, ils ont un battement de jambes en 4 temps, voire même 6 temps. Ce serait dommage de leur enlever ça sous prétexte qu'ils sont maintenant triathlètes. Si leur battement de jambes n'est pas un frein pour le reste, ils doivent garder leur battement de jambes. C'est important de pouvoir profiter d'un bon battement de jambes. Donc, une fois que l'on a tout ça, on va pouvoir travailler de manière un petit peu plus spécifique. Donc, on va avoir d'autres aspects. C'est-à-dire que c'est pas parce que on fait que de la natation qu'il faut oublier les étirements. Les étirements, ça va vous permettre d'avoir une meilleure amplitude de mouvement de vos bras, loin devant et loin derrière. C'est possible que si l'épaule est souple. Donc, essayez de travailler votre souplesse des épaules, des bras, des poignets, puisque bien souvent on travaille avec plaquettes et on perd de la souplesse au niveau des poignets. Et pour le catch, ça peut être important d'avoir une bonne souplesse de poignet. Ensuite, au niveau du coaching, ça c'est un aspect un peu plus spécifique. Pour la natation, si vous souhaitez nager longtemps et sans fatigue, eh bien il faut de l'individualisation. C'est-à-dire qu'avec un coaching, l'entraîneur va pouvoir identifier chacun de vos défauts et travailler, vous donner des éducatifs bien personnalisés. Et avec Finisher Triathlon, c'est ce qu'on aborde avec les vidéos. On regarde sur les vidéos les points très spécifiques, là ce qui vous freine le plus, et ensuite vous avez vos éducatifs personnalisés. On utilise également des capteurs de vitesse et de puissance en natation pour détecter là où ça freine et là où vous êtes efficace et là où on peut améliorer votre crawl. Ensuite, au niveau du matériel, là, c'est plus pour la variabilité, la variation des séances, pour éviter que ce soit toujours rébarbatif. Je nage mon crawl, je fais 1000 mètres et je sors. Et bien là, on va pouvoir utiliser différents matériels, différents types de matériel. Ça aussi, on le voit durant les stages. On vous propose d'utiliser plusieurs outils. Donc, ça peut passer par le Arm Farm. C'est un outil qu'on met sur les avant-bras.
pool boy, plaquettes, tout ça vous connaissez, mais de temps en temps je viens aussi avec des parachutes, les élastiques. Bref, on utilise pas mal de matériel de façon un petit peu égayer les séances et de proposer différents exercices de façon à ne pas s'ennuyer pendant que l'on nage. Le renforcement musculaire, avant ou après les séances. Avant, c'est pour créer de la pré-fatigue. Si jamais la séance est raccourcie et que vous avez la possibilité de créer une pré-fatigue, bah, ça peut être intéressant. Ou alors en surfatigue, vous faites votre séance, vous rentrez à la maison et vous vous remettez une petite séance de renforcement musculaire, soit en gainage ou autre. Vous pouvez vous servir d'élastiques, comme on voit sur la photo. Avec les élastiques, on fait déjà du très bon boulot pour faire du renforcement musculaire. Au niveau spécificité, n'oubliez pas que plus on approche des compétitions, plus il va falloir nager comme un triathlète. Et ça passe par la nage en eau libre. Comme ça vous permet de tester votre combinaison. Nager en groupe. En groupe, c'est en formation serrée, de façon à voir comment faire le drafting dans les pieds ou sur les côtés. Et puis en groupe, c'est plus sympa aussi en termes de sécurité. En eau libre, on peut travailler l'entraînement spécifique en eau libre en faisant par exemple des échauffements bien faits, échauffement à sec, et en réduisant l'échauffement dans l'eau, puisque bien souvent en triathlon, il y a certains triathlons où vous autorisent pas à aller nager pour vous échauffer dans l'eau. Donc on se retrouve, on est au bord de l'étang ou de la mer et on peut pas aller toucher l'eau. Bref, on est balancé comme ça dans la flotte et donc ça s'apprend. Essayez à la piscine de réduire le temps d'échauffement ou alors ne faites qu'un échauffement à sec et après vous démarrez votre séance. Ça, c'est de l'entraînement spécifique de triathlète. Donc, quelques conseils pour nager plus longtemps et sans se fatiguer. Donc ça passe par de la progressivité dans les répétitions et dans les distances. Varier les nages, varier le matériel, ça on l'a vu tout à l'heure dans le slide précédent, et varier les allures. Je vais un peu plus vite, ou alors j'accélère dans la séance, dans la répétition, je pars doucement et je finis la longueur plus rapidement. Voilà, j'essaie de nager avec le plus de progressivité possible. Donc, au lieu de faire tout d'un coup, je passe de 0 mètre à 3000 mètres, et ben, je commence par 1000, puis la semaine d'après, je fais 1200 mètres, puis 1300, 1500, etc. Ça, c'est de la progressivité. Très important de travailler sa respiration de différentes manières. Donc, au lieu de simplement faire du crawl et je respire que à droite ou que à gauche, ben là, je vais m'entraîner à respirer 3 temps ou 4, 5 temps. Donc, ça, c'est un travail d'hypoxie ou en apnée, de façon à pouvoir. C'est important de travailler la respiration, même du côté que l'on n'aime pas, parce que si vous nagez en mer et que vous longez la plage et que vous aimez respirer que à gauche et que les vagues arrivent à gauche, c'est systématique, vous risquez de boire la tasse. Et boire la tasse en mer, vous faites 2 ou 3 fois et après, bonjour les dégâts. Donc c'est important en triathlon de savoir quand même respirer du côté que l'on aime le moins de façon à pouvoir anticiper ce genre d'épreuves qui se déroulent en mer. Donc, on pouvait travailler en apnée, c'est-à-dire que vous prenez une inspiration et vous ne respirez plus pendant 5 mouvements. Ensuite, vous soufflez sur la dernière poussée et vous inspirez. Ou alors en hypoxie, pendant 5 mouvements, vous soufflez dans l'eau. Ça va vous créer un énorme manque d'oxygène. Ou alors, vous pouvez également travailler avec un tuba. Voilà, varier également les nages, ouais, varier les exercices de respiration. N'oubliez pas de prendre des pauses régulières de façon à augmenter la distance dans votre séance. Au lieu de faire 1000 mètres d'un coup parce que votre épreuve, elle fait peut-être 750 ou 1500, eh ben, faites d'abord 10 fois 100 mètres, puis 10 fois 150, puis 10 fois 200 mètres. Et là, rien qu'en disant ça, vous êtes passé de 1000 mètres à 2000 mètres sur votre séance avec des micro-pauses ou des pauses au début, elles vont faire 30 secondes, puis progressivement, ouais, on revient sur le point numéro 1 progressivement. Vous passez de 20 à 15 secondes, puis de 15 à 10 secondes, et progressivement, vous augmentez les temps d'entraînement et vous réduisez les temps de récupération, le temps de prendre 1 ou 2 gorgées d'eau ou de boissons énergétiques, et ça repart. Donc, quelques conclusions sur tout ça. Donc, très important, pour nager longtemps,
sans se fatiguer, travaillez votre position. Plus vous serez en position horizontale, et mieux ce sera pour ne pas vous fatiguer. Si vous êtes légèrement incliné, les freins seront tellement importants pour avancer que vous allez vous épuiser très rapidement. Ensuite, travaillez votre respiration. Plus la respiration sera fluide, sans résistance, sans boire la tasse, etc., moins vous aurez envie de relever la tête et perturber votre position de corps. Donc ça, je reviens toujours là-dessus. La position, la respiration, ça, c'est à travailler systématiquement. En fin d'échauffement, vous pouvez faire des éducatifs pour travailler votre respiration et la position du corps. Les mouvements des bras, une fois que ça, c'est acquis, les deux premiers points, vous pouvez commencer à travailler l'efficacité de la nage pour ne pas vous épuiser. En gros, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des appuis fuyants, c'est-à-dire que c'est votre coude qui descend en premier et pas votre poignet, ce qui fait que vous poussez l'eau avec vos triceps et pas avec l'avant-bras ni vos mains. Donc là, c'est des mouvements à améliorer pour essayer d'avancer un petit peu mieux. Et ensuite, travailler les battements de jambes de façon à réduire la résistance, ne pas fléchir les jambes lorsque vous faites des battements de jambes, que ça parte bien du bassin, ou alors, si vous n'en avez pas besoin, essayez et que vous avez une très bonne flottabilité, essayez de vous en servir le moins possible. Pour les triathlètes qui viennent sur le tard, c'est souvent ce qu'on recommande, de réduire les battements de jambes pour éviter de vous fatiguer, puisque les muscles des jambes sont des muscles très volumineux qui consomment énormément d'oxygène. Donc, réduire les battements de jambes, ça va favoriser l'apprentissage du crawl. Au début, vous allez avoir tenté de mettre un pull boy ou alors un shorty en néoprène pour vous aider à flotter, sauf que cette aide-là, perpétuelle, ne va pas vous aider à nager le crawl sans vous fatiguer. C'est-à-dire qu'en compétition, si ça c'est interdit. Il y a des compétitions de triathlon, lorsque l'eau est trop chaude, il n'y a pas de combinaison et vous pouvez pas mettre votre pull boy. Donc apprenez le plus tôt possible à nager sans votre pull boy, même si au début vous nagez moins vite. Vaut mieux apprendre à nager un petit peu moins vite, mais mieux, avec une bonne position et une bonne respiration, plutôt que de vous enfermer dans cette aide avec shorty néoprène ou pull boy, et finalement, vous n'arriverez jamais à avoir une bonne position du corps et une mauvaise respiration ensuite. Donc, l'entraînement, on l'a vu, progressivité, régularité. Si vous arrêtez de nager pendant rien qu'une semaine ou deux, ça va perturber votre évolution dans votre nage, dans le but de nager longtemps sans vous fatiguer. On perd énormément d'appui, on perd énormément de repères dans l'eau et ensuite on perd donc en position. Si la position est pas bonne, on respire moins bien. Donc essayez d'être toujours régulier dans votre nage. Si c'est une fois minimum, une fois par semaine, quoi qu'il arrive, il faut essayer de nager une fois par semaine. Être constant, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter. Si jamais vous nagez 2 à 3 fois par semaine, vous ne pouvez pas, euh, pour X raisons, essayez de trouver une solution pour au moins nager une fois par semaine. La variété, c'est surtout pour pas s'ennuyer. Donc, utiliser différents matériels, différentes allures, différents exercices avec les copains. Essayer de nager en groupe, de se friter un petit peu, gentiment, hein. Faire des départs en triathlon, c'est hyper sympa. Essayez d'avoir un entraîneur ou en stage pour individualiser vos entraînements de façon à vraiment cibler là où il faut aller pour vous entraîner. Et n'oubliez pas la spécificité de notre triathlon, de notre sport qui est le triathlon. Donc nager en groupe, nager en eau libre, l'orientation, nager en direction d'une bouée ou autre. Ça, c'est très important de savoir le faire. Par exemple, en piscine, vous pouvez nager avec les yeux fermés et relever la tête simplement pour voir si vous nagez droit. Des petits exercices comme ça. Et donc, je reviens sur le suivi, avoir l'aide d'un entraîneur. Donc, dans les clubs, vous avez sans doute la possibilité d'être suivi par un entraîneur ou durant les stages, comme on propose sur Finisher Triathlon, ou à l'issue, vous avez votre fiche récapitulatif de votre stage avec l'ensemble des points à travailler, les éducatifs à travailler. Donc voilà pour la présentation.
rester sur tes slides, Yves. Ça fait un Ok. bon récap s'il y a Ouais, des questions. c'est, j'ai Euh, développé ça. Merci à toi, en tout cas, de cette présentation. Tu respectes encore le timing. Bravo à ça. C'est pas toujours simple. Il y a plein de choses à dire Ouais. sur la natation. Je me permets juste 2 minutes pour faire un petit écart commercial, entre guillemets. Ça parle de natation quand même. Ça répond même au cadre orange de Yves, qui parlait du coup des séances d'entraînement et un peu de variété derrière tout ça, d'échanger sur la longueur, sur la thématique de vos séances, sur le matériel utilisé. Pour tout ça, effectivement, Finisher vient de proposer, c'est tout nouveau, 52 séances que Yves d'ailleurs a préparées. Il est l'auteur de ces séances-là pour casser un peu la routine justement et gagner, du coup, nager plus longtemps, gagner en technique aussi, avec des séances qui sont assez longues, vous pouvez les tronquer si vous le souhaitez, et avec des thématiques, du coup, du matos différent. Vraiment, le but, casser la routine. On a 52 séances, donc je suis assez à l'aise sur toute mon année pour avoir tout un panel de séances proposées. Donc, je vous mets tout de suite le petit lien dans le chat là-dessus si vous voulez jeter un petit coup d'œil à ce qu'on vient de lancer là-dessus. Hop, avec un prix spécial du coup webinaire, vraiment on le lance, vous le connaissez en avant-première là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, des séances à télécharger en format PDF. Vous aurez toute l'explication de Yves aussi qui vous fait passer des séances tests, qui vous dit comment du coup après appréhender ces différentes fiches. Et si vous voulez qu'on vous les plastifie, bah, vous verrez aussi cette option directement dans le lien que je viens de vous envoyer dans le chat. Ça n'arrive pas à repartager du coup, Yves? Ah mince, je croyais que c'était fait. Là, tu vois quoi, Non. là, actuellement? Moi, je te vois toi, ça me fait plaisir, hein, mais Et là, c'est mieux? non, je vois pas. Bon, En plus, je c'est pas- voulais juste regarder, il y avait deux, trois images que tu as prises. Je sais que tu commandes très bien et ça peut donner un petit peu le retour que tu nous fais quand on est sur un stage 100% swim, de quand on voit effectivement la vidéo de quelqu'un, parce qu'on vous filme hein, dans nos stages swim. On se rend compte de vraiment, ma tête, elle n'est pas assez alignée, je regarde pas au fond de l'eau, je regarde devant, mon bonnet il sort. Même une de tes photos, justement, la dame, elle avait les deux lunettes de sortie. Je sais que tu aimes beaucoup commenter ce genre de choses-là. Oui, Pour ça que je voulais qu'un petit peu je vais comment. y arriver, hein. Non, mais c'est pas grave. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est bon, Questions là? techniques, d'entraînement, si vous en avez, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. Donc juste, c'était la première, deuxième photo, voilà, juste qu'on se rende compte, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit une photo d'un nageur. Elle était un chouille tronqué, mais rien que cette petite dame-là, je pense que tu sais nous dire quelques petits points sur elle. Oui, en gros, ici, sur le devant de sa tête, donc, il y a une grosse résistance de vague là. C'est la principale résistance en crawl et en natation, c'est la résistance de vague. Et là, on voit ses deux yeux, ce qui fait qu'en fait, c'est pas bon. Il y a une trop forte résistance à la vague et ça freine énormément. Donc, ici, en gros, on devrait voir qu'un seul œil et quasiment plus le nez. Et sur une autre, tu en avais une deuxième, je crois, ou deux ou trois. Après, rien que Ici, lui. là, par exemple, celui-là, le nageur, ici, c'est parfait. On voit la tête est complètement hors de l'eau. Et son regard, il est porté vers l'avant malgré tout. Ici, il y a un très bon catch, par exemple. Son avant-bras, son bras, il est loin devant. Et la prise d'eau avec son avant-bras qui est déjà à la verticale. Donc là, il en appuie sur l'eau. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ici, bras, il est bien dans l'alignement de son épaule. Et ici, bien synchronisé. Sa main droite, elle est sur le point de sortir, quasiment à la cuisse. Là, son bras, il est quasiment bien tendu. Bon, là, on voit pas bien sa main, c'est dommage. Et je pense qu'il est pas en coup d'épée en plus. Ici, le battement de jambe, les pieds qui partent légèrement vers l'intérieur, c'est signe d'une très bonne souplesse. Là, la pointe de pied est bien tendue. Les jambes sont bien tendues également. Donc ça, c'est parfait. Je crois pas qu'il y en ait d'autres après, mais voilà, c'était Ok. juste pour donner un nombre, des exemples de ce que tu nous montres quand Ouais. on fait l'analyse, du coup, effectivement, des personnes. Bon, là, j'aurais même dit qu'il regardait un peu trop devant. Oui, D'habitude, c'est vrai. Mais comme sa tête est complètement dans l'eau, bon. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche. Euh, c'est vrai qu'on pose la question aussi de l'essoufflement. Je sais pas si on a des débutants dans la salle, des complets débutants j'arrive pas à nager 200 mètres, je m'essouffle au bout de 200 mètres, il faut vraiment que je me repose. Hmm. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là pour qu'ils progressent? Alors en général, les personnes qui sont dans ce cas-là sont des personnes qui pensent que la propulsion en crawl est souvent aidés par les jambes. Et ils font un battement de jambes excessif, trop important et avec une nage
la tête hors de l'eau, ce qui fait qu'ils nagent souvent inclinés. On le voit super bien avec les vidéos hein, en général. Ils sont inclinés dans l'eau avec un battement de jambes forcément qui est trop puissant, trop important, ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation d'oxygène des cuisseaux, des quadriceps est tellement importante que ça les épuise. Donc en gros, eux, il faut qu'ils travaillent la position du corps, bien allongé, limiter l'action des jambes et en général, en 2 secondes, dès qu'ils ont compris la bonne position, c'est réglé quoi. Parce qu'ils ont une telle énergie qu'avec une bonne position, c'est bon ouais, en 2, 3 séances, même pas, et ils savent nager le crawl sur 200, 300 mètres. Ouais, je crois que c'est soit les jambes, soit on oublie de souffler, hein. Il y en a qui font les deux en Oui, même temps quand ouais, ils ont la tête sur le côté et je souffle et j'inspire. Bah là, effectivement, c'est. ouais. Et ouais, le souci de cette respiration en apnée tout le temps, eh ben, ça engendre un temps d'inspiration trop long parce qu'ils expirent et ils inspirent hors de l'eau. Ça perturbe l'alignement du corps. Ils se retrouvent avec les jambes qui s'enfoncent. Ils font un battement de jambes. En gros, ouais, la respiration, si elle est mal faite, ça perturbe l'équilibre du corps. Ça fait faire des battements de jambes et après on s'épuise. Et si tu devais nous dire les deux, trois plus gros défauts, je sais pas s'il y en a qui ressortent systématiquement avec les Mm. quelques éducatifs que tu mets, ou même juste deux, Ouais. et les éducatifs que tu conseilles en face, parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans les deux défauts que tu vas donner. Donc là, par exemple, cette personne qui a la tête hors de l'eau sur l'image là, en gros là ici c'est l'éducatif menton-poitrine pour qu'elle s'habitue à avoir la tête complètement hors de l'eau. Et sur la position, sur le temps d'inspiration, travailler un éducatif qui s'appelle crawl respiration un temps. Donc en gros, il faut respirer des deux côtés tout le temps, systématiquement, pour apprendre à pas boire la tasse. Ça, c'est un éducatif que j'aime bien me faire de temps en temps. C'est la personne, elle doit synchroniser les coups des bras avec l'inspiration en respirant à chaque fois des deux côtés. Un coup à droite, un coup à gauche, tout le temps, tout le temps. Alors ça se fait sur 25 mètres parce que ça a tendance à apporter beaucoup d'oxygène et après on a la tête qui tourne au bout de Ouais, ça 25 tourne mètres. un peu après. Ouais. Moi, la tricherie, c'est de faire du rattrapé, comme ça marche mieux. Oui, bah c'est pas de la triche en fait, c'est de l'adaptation et ça oblige la personne à tourner les bras moins vite et moins elle tournera les bras et plus elle sera en crawl rattrapée, moins elle va s'épuiser et plus elle pourra nager longtemps sans s'épuiser. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je prends beaucoup la parole, mais n'hésitez pas à solliciter Yves, effectivement, avec vos points, en tout cas vos freins que vous sentez personnellement. Vous n'avez peut-être pas encore été filmé, mais peut-être que vous avez des retours de vos camarades de piscine qui vous ont dit là, j'ai l'impression, tu rentres la main trop tôt, tu la sors trop tôt, tu respires en deux temps, c'est pas bien, etc. On entend pas mal de choses là-dessus. Est-ce que vous avez des demandes à faire à Yves, tout simplement? Alors, on a une, du coup, ça commence. Ouais. Super. Alors, Fred nous demande une astuce sur les virages boués Alors, moi, nage water polo, pas et le facile. water polo, pas facile avec la synchro respiratoire. Ouais, surtout que la nage water polo, donc c'est extrêmement épuisant parce que ça nécessite de faire des battements de jambes. Et comme on l'a vu, les jambes, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc pour les bouées, moi ce que je conseille, c'est de prendre des virages bouées relativement larges pour limiter la bagarre à proximité de la bouée. On sait comment ça se passe, hein, coup de pied, des claques. Donc si vous n'êtes pas à l'aise dans l'eau, moi, et même si vous êtes à l'aise, hein, en termes de vitesse, le fait de se prendre des coups, même si vous êtes nageur, un bon nageur, le fait de se prendre des coups, ça fait ralentir, ça fait gaspiller de l'énergie. Et comme on voit plus rien parce qu'on se prend des coups, eh ben, on se retrouve à nager en nage water polo et on perd beaucoup d'énergie. Donc, en général, quand je vise en gros l'équivalent de 2 nageurs qui passent à côté de la bouée. Et moi, je me considère comme le troisième nageur et je vise, voilà, j'essaie de viser comme si j'étais le troisième nageur qui passe à côté de la bouée. Ce qui fait que le virage est peut-être un poil plus large, mais c'est à peine plus large qu'une largeur de piscine, de ligne de piscine, hein. Donc, on perd quasiment rien en termes on rallonge pas beaucoup de distance finalement. Et par contre, ce qui est super important, c'est que moi, je perds pas de vitesse. Donc, je regarde la bouée, je vise, je prends ma bouée et je respire du côté de la bouée. Donc, c'est là aussi, c'est important de savoir respirer des deux côtés. Pour viser la bouée, je respire, mettons si la bouée est à droite, je vois la bouée, je tourne, je tourne, je tourne et je reprends ma nage en visant la prochaine bouée.
Mais en gros, oui, j'essaie de pas me mettre en gros le water polo. Et si vraiment je vois rien parce que j'ai le soleil dans l'œil, je fais deux, trois coups de mouvement en brasse, ce qui est moins fatigant que le water polo. Yes. Donc, deuxième. Stéphanie nous demande des conseils pour avoir le corps bien aligné. On m'a dit que j'ai les jambes qui tombent en crawl. Ouais, donc ça, c'est la position de la tête. La tête, c'est le gouvernail du corps et notamment des jambes. Donc, plus la tête sera dans l'eau, mais dans l'eau cachée, hein. Il faut, par exemple, si quelqu'un peut vous nagez au bord de l'eau, très proche du rebord. Et si quelqu'un peut s'amuser à mettre une planche au-dessus de votre tête, pas lorsque vous inspirez, hein, mais pendant que vous nagez votre crawl, il met une planche au-dessus de votre tête. Si vous sentez que vous touchez la planche avec le haut de la tête, c'est que votre tête n'est pas encore assez en profondeur. Et vous verrez qu'en nageant la tête en profondeur, bien sous la surface de l'eau, ça va relever vos jambes derrière. Vous n'aurez quasiment plus besoin d'avoir des battements de jambes. Ça va vous aider à flotter. Également, à travailler avec le tuba, ça va vous faciliter la vie. Ça va enlever le problème de l'inspiration. Parce là, le fait que vos jambes coulent, c'est sans doute parce qu'il y a aussi un problème d'inspiration, ou peut-être que vous buvez souvent la tasse ou autre. Et le fait de travailler avec le tuba, pardon, ça va enlever ce problème de respiration. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre alignement du corps et avoir le corps bien allongé. Pour avoir vu des centaines de corrections de livres, effectivement, le problème vient rarement des jambes. C'est souvent le Ouais, haut du corps, la tête, les bras. Tu corriges comme ça les jambes. C'est ouais, rarement les jambes le vrai problème. ouais. D'autres points, j'imagine, si vous êtes là, c'est qu'il y a des freins en natation, hein. Vous avez sûrement d'autres petits problèmes, entre guillemets, en tout cas, qui vous freinent dans votre progression. Voilà, si je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire, hein, si si je réponds et que c'est pas bon. Bon, tu as d'autres défauts, du coup, à partager, Yves, sur nos triathlètes, qu'il y en ait d'autres qui se reconnaissent? Qu'est-ce que là, j'ai une question. Quand je Ah, respire à gauche, j'ai souvent un vertige. ah. Ah oui, à voir avec un ouais, l'ostéopathe ou chiropracteur, ça doit pincer quelque chose, il y a un blocage quelque part, ce qui fait que, ou alors peut-être aller voir quelqu'un qui est un posturologue aussi. Et comment ça s'appelle là, les réflexes archaïques. Bien souvent, il peut y avoir un souci au niveau des yeux, ce qui fait qu'un posturologue ou un spécialiste en réflexes archaïques. Là, ça dépasse mes compétences. Ah, ça Mais je peut. sais que ça peut venir de là. Alors, d'autres défauts que je vois souvent, c'est oui, en général, ça manque d'amplitude derrière. Hmm. Les gens vont souvent chercher loin devant, ok, pas de souci. Mais loin derrière, c'est souvent le problème. Ils vont pas jusqu'à la cuisse, même plus loin. Qu'est-ce que je vois souvent aussi, c'est l'accélération. Ah oui, ça j'en ai parlé dans la vidéo, dans la présentation. C'est est-ce que tout le monde a compris l'accélération progressive des mains sous l'eau? Ou est-ce qu'il faut que je revienne là-dessus? Sondage. Tu peux créer, tu peux créer un sondage, je crois. Ah, tant qu'on t'a pas vu faire, je pense qu'on le capte pas. Donc en fait, la notion, c'est je pousse pas l'eau vers l'arrière, je prends appui sur l'eau. En général, il faut essayer de s'imaginer que là où ma main rentre dans l'eau, ma main elle sort de l'eau au même endroit. Et j'ai pris appui sur l'eau et c'est ce qui m'a permis d'avancer dans l'eau. Je ne pousse pas l'eau vers l'arrière, je prends appui sur l'eau. Mais comme l'eau est un élément fuyant, pour avoir un appui, il faut que ma main, aille toujours plus vite que l'eau que je pousse. Donc, puisque l'eau est immobile au début, je mets ma main dans l'eau qui est mobile, j'ai un appui. Mais comme je la pousse et que c'est un élément fuyant, l'eau prend la même vitesse que ma main. Si l'eau a la même vitesse que ma main, je n'appuie sur plus rien du tout. Donc, je n'avance pas. Je ne peux plus avancer.
Donc pour avancer, il faut que ma main aille toujours plus vite que l'eau que je pousse pour être toujours en appui et avancer. Enfin, c'est lourd à dire comme ça, j'espère que c'est compréhensible. T'as Là, on compris, voit pas tous Angélique? tes mouvements, mais quand on voit bien ton mouvement, on Ouais. comprend toute cette nuit. Ouais. Geoffrey nous dit bonjour, je souffle très rapidement en crawl par rapport à ce que vous dites. Cela viendrait des jambes. Auriez-vous des éducatifs spécifiques? Alors oui, au début, essayez de travailler avec le pull boy, même si il faut pas tout le temps nager avec, mais l'éducatif, lui, peut se faire avec le pull boy entre les jambes et en haut, pas en bas. Sinon, ça va courber le dos et c'est pas forcément bon. En tout cas, pour cet éducatif-là. Donc, vous mettez le pull boy et vous travaillez avec le tuba en plus pour être sûr que la tête est dans l'eau. Bien le menton poitrine, le tuba, et vous allez voir que vous n'allez plus vous essouffler puisque la position de votre corps sera horizontale. Vous allez tellement réduire les résistances à l'avancement, votre position du corps sera tellement hydrodynamique qu'il n'y aura quasiment plus de résistance, ou en tout cas très très peu, et vous allez beaucoup moins être fatigué. Donc ça, c'est le premier éducatif, pull boy avec tuba. Le menton poitrine également. Ça, c'est un très bon éducatif pour éviter que les jambes vous embêtent. Ouais, donc c'est les jambes hein, qui posent le problème. Donc, mais pas les jambes. Faut pas travailler les jambes. Faut essayer de travailler la position de la tête pour éviter de vous essouffler. C'est quoi poitrine? Tu peux en C'est dire ça? je nage avec j'exagère le mouvement avec le menton poitrine de façon à sentir que l'eau passe au-dessus de ma tête. Je sais pas si ouais, c'est bon, vous voyez. Donc c'est inconfortable, hein. C'est pas sympa comme éducatif, mais c'est un éducatif. C'est quelque chose pour ensuite vous habituer à nager la tête bien en ligne. Alors que si vous nagez la tête hors de l'eau comme ceci, ben en gros c'est comme si vous marchiez dans la rue avec la tête hors de l'eau. Enfin pas la tête hors de l'eau. C'est comme si vous marchiez la tête en regardant le ciel. C'est extrêmement inconfortable. Et l'éducatif menton-poitrine, ça vous permet de vous réhabituer à nager avec la tête bien dans l'axe du corps. On a une question d'Amélie. Quel serait le mouvement idéal du bras dans l'eau pour le catch? À la question difficile. Alors, une fois que le bras est tendu, la main est rentrée dans l'eau, avec le bras bien tendu dans l'eau, le coude reste à la surface de l'eau et je viens fléchir mon coude. Le coude est toujours à la surface de l'eau. Je viens fléchir mon coude pour que mon avant-bras se mette le plus tôt possible à la verticale dans l'eau. Une fois que mon avant-bras et ma main est à la verticale dans l'eau, je suis en propulsion le plus efficace possible pour pousser l'eau vers l'arrière. Est-ce que ça suffit comme explication pour Amélie, pardon? On donne souvent cette image de je monte un mur finalement. Oui, c'est ça. On parle pas mal. Si je voulais escalader un mur, je pose mes deux mains, je Ouais, pousse vers le haut et c'est en fait le mouvement qu'il faut qu'on fasse dans l'eau. Ouais. c'est ça. Le poignet toujours plus bas que le coude. Ça, le coude fuyant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand les personnes qui nagent comme ceci. Le coude, c'est lui qui initie le mouvement. Alors que c'est le poignet qui initie le mouvement. Donc le coude, c'est vraiment le dernier à bouger. Et après, je pousse. Parce que parfois, Ah, des nageurs font un mouvement S. Ouais, on a tout le temps cette question. Hein, c'est oui. c'est normal, on entend beaucoup. Hmm. Alors, ça dépend du point de repère et malheureusement, dans la plupart des bouquins, les anciens bouquins, le point de repère, c'était la main. Et effectivement, quand le repère, c'est la main dessine un S. Sauf que, je ne sais pas si on voit, oui. Lorsque vous nagez le crawl, on engage son épaule. La main, elle doit être toujours dans l'axe de l'épaule. Donc, je fléchis mon coude, ma main est dans l'axe de l'épaule, et ensuite, je pousse vers l'arrière. Mon coude s'est légèrement déplacé vers la droite. Ma main est toujours dans l'axe de l'épaule, et ensuite, je pousse vers l'arrière avec une godille de l'épaule. Avec cette godille ici, mon épaule s'est décalée vers le centre de mon corps. Comme ma main est toujours alignée dans l'axe de mon épaule, eh ben, je dessine mon S. Mais c'est pas ma main qui a dessiné le S, c'est parce que ma main a suivi l'axe de mon épaule.
Le S est créé grâce au mouvement de l'épaule, au mouvement de Godin que l'on fait avec le corps. Je pousse à droite, je pousse à gauche, etc. C'est ce mouvement de Godin qui fait que la main dessine un S. Mais c'est pas la main qui a dessiné le S, c'est l'épaule. Ne cherchez pas à dessiner le S avec votre main. Si vous cherchez à le faire, vous allez vous retrouver à pousser l'eau vers la droite et votre corps va se déplacer vers la gauche. Alors qu'il faut pousser l'eau, enfin, il faut tirer l'eau vers l'arrière, vers l'arrière pour avancer. Si vous dessinez un S, vous allez aller tantôt à droite, tantôt à gauche. Très clair. Et Amélie valide aussi. Donc, ça a l'air Ok, compréhensible, en tout cas. ok. Même si, effectivement, en vidéo, toujours plus dur on ne te voit pas en entier, Oui, mais voilà, oui. on comprend en tout cas. Ça marche. Est-ce qu'il nous reste des dernières questions sur vos problématiques? Je me suis permis de vous remettre le lien, hein, des 52 séances d'entraînement pour mettre un peu de changement dans votre planning et arrêter de se prendre la tête ou non, hein, ou d'y aller un peu au hasard à la piscine en se disant je vais faire 1 heure, je vais faire 45 minutes sans avoir trop de séances en tête. Là, au moins, vous avez votre séance, vous partez avec votre programme et vous ne posez plus la question de ce qu'il faut faire. Tout ça concocté par Yves. Est-ce qu'il nous reste des questions du coup? Une petite dernière? Pas spécifiquement. Une dernière chose, Yves, que tu voulais peut-être partager? Pas du Comme tout. tu Merci veux. à vous toutes et tous de participer. C'est toujours bien sympa. Ah, Ah, ça y est. À quel moment le deuxième bras démarre, pardon. une fois que le premier bras a fini, pour éviter qu'il y ait une synchronisation, pour éviter qu'il y ait double propulsion. Enfin, on pense qu'il y a double propulsion, mais comme il y en a un qui est en appui, l'autre n'est pas en appui, quoi qu'il arrive. Donc, une fois que le premier bras a fini sa propulsion, l'autre prend le relais. Voilà. Il faut qu'il y ait continuité dans la nage. Ou alors, si vous avez un Et puis crawl finalement, en général, on se repose un peu aussi, hein, on rattrape quand même. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est plus en semi-rattrapé, parce que si on est en rattrapé pur et dur, il y a trop de temps où il n'y a plus de propulsion du tout, ce qui fait qu'on accélère, on décélère, on accélère, on décélère. Alors que quelqu'un qui a une très bonne flottabilité, lui, il peut se permettre de pousser, il sait qu'il flotte tellement bien qu'il va glisser, et donc il peut se permettre d'avoir un crawl semi-rattrapé. Plus on fait du long et en général, plus on est sur du semi-rattrapé quand Exact, même. c'est vrai. Donc, est-ce que c'est pour Ça marche. Samsung? Ouais. Est-ce que pour Samsung et SM, c'est bon? Quelle fréquence de bras par 25 mètres? Ah ça va être Alors, merci. ça dépend de la taille. Alors, la fréquence de bras, elle est en général au-dessus. Alors, c'est entre 50 et 70 coups de bras la minute. Plus vous êtes en allure rapide, plus vous approchez normalement les 70 coups de bras. Et si vous êtes en endurance, c'est bien d'avoir au moins 50 coups de bras minute. En dessous, en dessous, c'est que vous faites du crawl vraiment très rattrapé. Ça, nos montres nous disent. Oui, les montres Garmin, vous pouvez paramétrer alors vous pouvez pas forcément, bien sûr, on peut pas regarder en même temps, sauf si vous investissez dans les lunettes avec avec une information dans les lunettes, les Smart Google par exemple, ou je sais plus quelle autre marque. Vous avez votre fréquence de coup de bras qui s'affiche et votre allure qui s'affiche dans les lunettes de natation, ce qui fait qu'en temps réel, vous voyez votre vitesse et votre fréquence de coup de bras. Bon, ça coûte une blinde, hein, mais c'est sympa. Quand tu as des bons chiffres, c'est bien. Moi, je pense que je vais fermer les yeux du coup. Ça marche. Merci pour tes réponses. On a répondu à tout le monde en tout cas. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Sinon, on va s'arrêter là pour ce soir, hein. On organise des webinaires comme ça tous les mois sur des thématiques différentes. Donc, n'hésitez pas à rester abonné à notre newsletter pour bien suivre les prochains webinaires avec des thématiques à chaque fois différentes. Notre prochain stage, pardon, Swim, puis on est dans le thème, c'est le 20-21 avril, donc ça approche très vite. Vous pouvez encore vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a Fontainebleau.
donc encadré par Yves sur un format week-end, hein, samedi, dimanche, le 20 et 21 avril. Donc vous verrez tout ça sur notre site internet si ça vous intéresse de progresser, évoluer dans votre natation. Il y a vraiment un avant-après hein, dans ces stages de jour. C'est vraiment ce qu'on entend dans les retours de nos stagiaires. Ça fait très plaisir. Quatre séances natation, captation vidéo, on vous prend en vidéo. Vous avez aussi les capteurs dans la main qu'on voit exactement où vous poussez vers l'avant, vers le fond. Est-ce que c'est bien votre efficacité dans l'eau? On a toutes vos datas qu'on vous fait un retour en live pour être le plus efficient possible et dès l'après-midi appliquer ce qu'on aura vu ensemble. Premier point, du coup, c'était ce stage 100% swim qui arrive. Je vous avais remis le lien des PDF si vous voulez vous entraîner avec ce prix, un spécial webinaire. On l'ouvre spécialement pour vous aujourd'hui, ces séances de natation, hein, qu'on vous enverra pour ceux qui l'ont pris dans les 30 minutes, dans l'heure qui suit en tout cas. Pas de souci. Y a-t-il des vidéos lors de chaque stage? Il y a toujours des vidéos natation lors de chaque stage, effectivement. Que ce soit du stage une journée, on fait aussi des stages une journée, ou que ce soit des stages 2 jours, 100% swim ou non 100% swim. Simplement, on va plus loin, effectivement, dans l'analyse. On va prendre plus de temps pour vous faire, effectivement, les retours quand c'est un stage 100% swim que quand c'est un stage triathlon. Mais oui, il y a toujours des vidéos lors des stages. C'est vraiment notre spécialité, entre guillemets, que d'analyser. De toute façon, c'est clé, hein, je trouve, pour votre progression, que de vous voir dans l'eau. On n'y croit pas tant qu'on ne s'est pas vu, de je nage à 10h10, je nage croisé, enfin voilà. Tant que je ne me suis pas vue, moi, j'y crois pas. Donc voilà, une fois que j'ai la vidéo, effectivement, j'accepte les éducatifs parce que j'ai vu mes défauts et on est beaucoup comme ça. Bah, écoutez, merci à tous de votre participation. Il y aura un petit replay disponible hein, qu'on vous mettra si besoin. Et s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou directement à l'adresse mail Finisher. Merci Yves pour ta présentation et la réponse toujours pertinente à toutes ces questions. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Passez à tous une bonne soirée, un bon week-end de Pâques. Et Ouais. puis à très vite bord de l'eau, hein, du coup. Merci à tous. Bonne soirée, bye Bonne bye. soirée.